fois-ci, donc, on a vu les 2 dernières fois, on a vu les cours sur l'électrocardiogramme normal et l'électrocardiogramme pathologique. Donc, on a vu le côté électrique du cœur, le côté électrique normal et le côté électrique pathologique. Aujourd'hui, on va enchaîner sur les valvulopathies. Vous avez vu avec Dr Lekhed déjà le rétrécissement mitral et le rétrécissement aortique. Aujourd'hui, vous allez voir avec moi l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique. Alors, ça, c'est les valvulopathies, c'est-à-dire que c'est les pathologies qui touchent les valves, que ce soit les valves mitrales ou bien les valves aortiques. Alors, avant de commencer, je vous fais un petit rappel sur la physiologie ou l'hémodynamique cardiaque. Alors, le cœur est constitué par 2 oreillettes et 2 ventricules. Et bien sûr, 2 grosses artères, l'une qui s'appelle l'aorte et qui est liée au ventricule gauche, et l'autre, la deuxième, qui s'appelle l'artère pulmonaire et qui est reliée au ventricule droit. L'hémodynamique cardiaque est la suivante. Il y a du sang qui va arriver dans les 2 oreillettes en même temps. Il y a le sang qui arrive des veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, c'est du sang oxygéné. Et il y a du sang qui arrive dans l'oreillette droite à partir de la veine cave supérieure, inférieure, mais également une structure que vous oubliez souvent, c'est le sinus coronaire. Parce que le cœur, c'est une structure qui a besoin d'être irriguée, et elle est irriguée par les artères coronaires. Les artères coronaires, c'est le tronc commun avec l'interventriculaire antérieur et la circonflexe, et la coronaire droite. Mais une fois, il va consommer de l'oxygène. Une fois, il va utiliser l'énergie apportée par les artères coronaires. Il doit, bien entendu, se débarrasser de ses déchets. Et les déchets du cœur sont collectés par une veine qui est faite seulement pour le cœur et qui est réservée seulement pour le cœur. C'est ce qu'on appelle le sinus coronaire. Donc, la veine cave supérieure, elle ramène du sang déoxygéné de la partie haute du corps. La veine cave inférieure, elle ramène du sang à partir de la partie basse du corps. Et le sinus coronaire, il ramène le sang déoxygéné par excellence. Parce qu'en fait, le cœur, quand il reçoit le sang, il va extraire le maximum d'oxygène. Donc, ce qu'il va envoyer dans le sinus coronaire, c'est un sang qui est complètement désaturé, plus que le sang qui arrive par en haut et plus que le sang qui arrive par en bas. Bien entendu, les 3 veines, la veine cave inférieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire, bien sûr, se jettent dans l'oreillette droite. Ce sont les veineux qui arrivent au niveau de l'oreillette droite. Il y a le sang oxygéné qui est arrivé au niveau de l'oreillette gauche. Il y a le sang désaturé qui arrive au niveau de l'oreillette droite. Maintenant, hémodynamiquement, qu'est-ce qui se passe? Il y a la valve mitrale et la valve tricuspide qui vont s'ouvrir pour laisser le passage du sang de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et de l'oreillette droite vers le ventricule droit sous l'effet de pression. C'est-à-dire que la pression, elle est tellement basse dans le ventricule gauche et elle est tellement basse dans le ventricule droit que le sang qui siège dans l'oreillette gauche, il va passer automatiquement dans le ventricule gauche et le sang qui passe de l'oreillette droite, il va passer automatiquement dans le ventricule droit. Ça, c'est ce qu'on appelle, si vous vous rappelez de l'hémodynamique, ça, c'est ce qu'on appelle le remplissage passif. On n'a pas besoin d'un effort pour le réaliser. C'est juste parce qu'il y a une gradient de pression que le sang va passer des oreillettes vers les ventricules. Maintenant, à la fin du remplissage passif, il va y avoir une égalité de pression. L'écoulement va s'arrêter. Il n'y aura plus rien. Le sang va rester en équilibre entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et c'est là qu'intervient la systole auriculaire. La systole auriculaire qui est provoquée par la fameuse OP qu'on a vue avant-hier.
L'onde P, elle intervient, elle entraîne une activation électrique des oreillettes. Les deux oreillettes vont se contracter et vont assurer ce qu'on appelle, en ce moment-là bien précis, le remplissage actif. Une fois le remplissage actif est fait, les deux ventricules sont bien entendu remplis, les valves vont se fermer. Les valves vont se fermer. Bien sûr, les sigmoïdes déjà pulmonaires aortiques sont déjà fermés. Il va y avoir ce qu'on appelle la contraction isovolumétrique. C'est durant cette phase-là que le cœur il va se contracter pour développer une certaine énergie qui va lui permettre de provoquer une hyperpression dans les ventricules pour ouvrir les sigmoïdes. Il va ouvrir les sigmoïdes aortiques d'une part, il va ouvrir les sigmoïdes pulmonaires d'une part pour éjecter le sang dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire. Dans l'aorte pour que le sang se passe dans la circulation sanguine générale, systémique, pour irriguer tous les organes, et dans l'artère pulmonaire pour que ça passe dans les poumons pour que le sang soit oxygéné de nouveau. Donc, la phase où normalement les sigmoïdes sont fermés et la valve mitrale est fermée, les sigmoïdes aortiques sont fermés, la valve mitrale sont fermées d'un côté, sous le ventricule gauche, et les sigmoïdes pulmonaires sont fermés et la valve tricuspide sont fermées. Ça, c'est ce qu'on appelle la contraction isovolumétrique. Et puis, au moment de l'éjection, c'est ce qu'on appelle le temps éjectionnel. C'est au moment où les sigmoïdes pulmonaires et les sigmoïdes aortiques vont s'ouvrir. Donc, la physiologie humaine, la physiologie normale, c'est que la valve mitrale doit rester fermée durant la période là où il y a la contraction isovolumétrique, là où il y a le moment de l'éjection. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'envoyer le sang dans l'oreille gauche, mais on a besoin d'envoyer le sang dans la haute. Si jamais il y a un problème sur la fermeture, s'il n'y a pas une bonne étanchéité, eh ben, il va y avoir un passage du sang lors de la systole du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance mitrale qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, l'insuffisance mitrale, ça veut dire tout simplement que le sang est parti du ventricule gauche vers l'oreillette gauche au moment où il fallait pas. Au moment où normalement les valves mitrales sont bien fermées. Ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à une mauvaise étanchéité. Mais elle est due à quoi cette mauvaise étanchéité? Vous savez que l'appareil mitral, c'est un appareil qui n'est pas simple. C'est une structure très complexe. Cet appareil-là, premièrement, vous avez le ventricule gauche. Voici le ventricule gauche. Je vous montre ici le ventricule gauche. Ce ventricule gauche, il y a des piliers. Et puis, après les piliers, il y a les cordages. Et les cordages vont s'attacher à ce qu'on appelle la petite et la grande valve mitrale. Et la petite et la grande valve mitrale sont attachées également à un anneau qui s'appelle l'anneau mitral. Donc, cette structure-là, ou cet appareil valvulaire mitral, est constitué d'un anneau mitral, de la petite valve mitrale, de la grande valve mitrale, des cordages, des piliers et du muscle cardiaque lui-même. Si vous imaginez, s'il y a un élément qui est défaillant, il va y avoir une insuffisance mitrale, il va y avoir une mauvaise étanchéité, il va y avoir un passage du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Moi, je vous donne un exemple le plus simple, celui du rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu, vous avez vu déjà le cours sur le rétrécissement mitral. Comme il peut entraîner une calcification, une rétraction, une altération de ces valves mitrales-là, également,
il peut entraîner une mauvaise fermeture de ces valves. Elles sont rétractées. Elles veulent se fermer. Il y a la coaptation, elle est insuffisante. Et si la coaptation, elle est insuffisante, le sang, il va passer du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Vous imaginez si jamais quelqu'un il avait une endocardite infectieuse. Une endocardite infectieuse avec une perforation de la veine ou bien avec une rupture d'un cordage. Ça peut entraîner une insuffisance mitrale. Parce que si le cordage est rompu, il y aura également une fuite de sang vers l'oreillette gauche. Ça, c'est une fuite. C'est une insuffisance mitrale, c'est une fuite. Vous imaginez que l'anneau mitral est dilaté. L'anneau mitral est dilaté parce que le malade fait une cardiomyo, parce que le ventricule gauche il est dilaté. Pour une raison X. Également, ça nous donne une insuffisance mitrale. Supposons que le malade il a fait un infarctus du myocarde. Si le malade fait un infarctus du myocarde, ça veut dire tout simplement, supposons que cette partie-là, elle est nécrosée. Si cette partie-là, elle est nécrosée, ou bien que le pilier lui-même qui est un muscle, il est nécrosé, il ne pourra plus se contracter pour tirer vers lui les cordages. Il va y avoir une fuite mitrale. Donc, la fuite mitrale, elle peut avoir plusieurs causes. Elle peut avoir une cause liée à l'atteinte valvulaire elle-même, que ce soit rhumatismale, dystrophique, dégénérative. Ça rentre dans le cadre de plusieurs maladies qui peuvent entraîner une atteinte des valves. On peut avoir des ruptures de la valve mitrale, on peut avoir une rupture des cordages mitrales. On peut avoir même une rupture de piliers dans les infarctus. Mais la rupture généralement des piliers dans les infarctus, elle est mortelle. Les malades ils décèdent quelques heures après. On peut avoir un infarctus qui va vous donner une insuffisance mitrale. Donc, toutes ces causes-là peuvent donner une insuffisance mitrale. Voilà les causes de l'insuffisance mitrale. Sont très simples. Soit une atteinte valvulaire, soit une atteinte sous-valvulaire. Sous-valvulaire, c'est quoi? C'est les cordages, les piliers et les muscles lui-même. D'accord? Donc, ce sont les causes de l'insuffisance mitrale. Maintenant, quelle est la physiologie, la physiopathologie de l'insuffisance mitrale? Qu'est-ce qui se passe? La valve, elle commence à s'altérer. Il y a deux tableaux cliniques. Il y a le tableau aigu et le tableau chronique. Je vais vous parler d'abord du tableau chronique, auquel le malade s'adapte. Tout ce qui est chronique, on s'adapte. Tout ce qui est aigu, c'est un bouleversement dans notre vie. C'est la même chose pour le cœur. C'est un bouleversement pour le cœur. Alors, pour l'insuffisance mitrale chronique, c'est le cas du rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu, il va entraîner une altération des valves, de l'endocarde valvulaire. Avec le temps, les valves vont se rétracter progressivement. La rétraction des valves entraîne du sang qui va passer du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Donc, l'oreillette gauche, elle reçoit quoi? Elle reçoit le sang qui va venir des veines pulmonaires et elle reçoit le sang qui va venir du ventricule gauche. Une source non désirée. La source désirée, c'est les veines pulmonaires. La source non désirée, c'est le ventricule gauche. On n'a pas besoin de rajouter du sang du ventricule gauche à l'oreillette gauche. Mais l'oreillette gauche, elle se dit, j'ai un plus de sang. Elle a une grande quantité de sang. Donc, l'oreillette gauche, qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle commence, premièrement, à s'hypertrophier, à se dilater. Et parce qu'il y a du sang de plus qui va rentrer. Déjà, il y a une surcharge volumétrique de l'oreillette gauche. Et la surcharge volumétrique, par la suite, elle va entraîner une hypertrophie de l'oreillette gauche. Mais lors de la diastole suivante, le sang qui est reparti du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, il va retourner vers le ventricule gauche. C'est-à-dire que le sang qui arrive dans le ventricule gauche, ce n'est pas seulement le sang qui est venu des veines pulmonaires, c'est le sang qui est venu des veines pulmonaires et le sang qui est passé du ventricule gauche lors de la diastole précédente, du ventricule gauche vers l'oreillette gauche.
C'est-à-dire qu'il y a une surcharge volumétrique. Le ventricule gauche, il se retrouve face à une surcharge volumétrique. Le ventricule gauche se dilate. Au fil des années, une goutte plus une goutte, une goutte, elle va vers l'oreillette gauche, mais elle va redescendre dans le ventricule gauche. Elle passe du ventricule gauche vers l'oreillette gauche, mais l'oreillette gauche, elle va lui dire non, tu dois retourner. Mais elle retourne avec le sang qui vient des veines pulmonaires. Donc, il y a toujours un surplus. Toujours, il y a du sang qui se surajoute. Il y a un volume qui se surajoute. Il y a une surcharge volumétrique. Cette surcharge volumétrique, c'est quand est-ce? C'est au moment de la diastole. C'est au moment du remplissage. À chaque remplissage, le ventricule gauche, il reçoit plus. Il se dilate. Il se dilate, il se dilate. Et quand vous avez vu l'année passée avec moi, la loi de Starling, je vois si vous avez une bonne mémoire. La loi de Starling, on a dit que la fibre s'étire, s'étire, s'étire. Et à un moment donné, il va y avoir complètement une sortie des fibres et la fibre, elle devient complètement faible. Elle ne pourra plus il va y avoir ce chevauchement-là entre les fibres. Les fibres vont sortir, et hop, la dilatation et le malade, il va tomber en insuffisance cardiaque. Vous voyez qu'est-ce que ça donne l'insuffisance mitrale? L'insuffisance mitrale, elle donne une surcharge volumétrique. Cette surcharge volumétrique-là diastolique, qui avec le temps va entraîner un étirement des fibres, jusqu'au moment où la fibre, elle ne pourra plus revenir sur sa position initiale et il y aura une chute de la courbe de Starling qu'on a vu l'année passée ensemble. Et je vous ai montré même des schémas et le malade tombe en insuffisance cardiaque. Le ventricule gauche maintenant, il ne peut plus se contracter. Il va y avoir une stagnation du sang dans le ventricule gauche. Le débit aortique, il va baisser. Les pressions au niveau de l'oreillette gauche vont être très, très élevées. Cette pression au niveau de l'oreillette gauche va retentir sur les veines pulmonaires, sur la circulation pulmonaire, et le malade, avec le temps, il va faire ce qu'on appelle une hypertension artérielle pulmonaire. L'hypertension artérielle pulmonaire, elle va constituer un barrage barométrique pour le ventricule droit. Le ventricule droit, il veut éjecter du sang, et il trouve un barrage barométrique. Il doit s'hypertrophier. Avec l'hypertrophie, à un moment donné, il lâche, il devient dilaté. L'anneau tricuspide se dilate, l'insuffisance tricuspidienne s'installe et le malade, il revient non seulement dans un tableau d'insuffisance ventriculaire gauche, mais également dans un tableau d'insuffisance ventriculaire droite. Ça, c'est l'histoire de l'insuffisance mitrale chronique. S'il s'agit d'une insuffisance mitrale aiguë, si jamais il y a une rupture des piliers, une rupture des cordages, le sang, une grande quantité, elle va passer directement dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle ne s'est pas préparée. Elle a une petite taille. Elle ne s'est pas habituée à un gros volume. Et du coup, elle reçoit un grand volume. Elle ne s'est pas préparée. Elle n'arrive pas à amortir les pressions. Donc, la pression, elle va être très élevée dans l'oreillette gauche. Si elle va être très élevée dans l'oreillette gauche, elle va être très élevée dans les veines pulmonaires. Si elle va être très élevée dans les veines pulmonaires, elle va être très élevée dans la circulation pulmonaire. Et hop, le malade, tout de suite, il va faire un œdème aigu du poumon. Un œdème aigu du poumon, vous prenez le cliché thoracique, vous voyez que les poumons sont blancs, le cœur est petit. Parce que le cœur, il n'a pas eu le temps de se dilater. Et c'est généralement des tableaux foudroyants qui peuvent donc emmener le malade. Voici la physiopathologie. Elle est très simple. Les causes sont très simples. C'est vrai. L'insuffisance mitrale, sa définition, elle est très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'elle donne de point de vue clinique? C'est clair que dans un premier temps, s'il s'agit d'une insuffisance mitrale aiguë, c'est un tableau foudroyant. C'est l'œdème aigu du poumon qu'on n'arrive pas à juguler et parfois le malade il passe. S'il s'agit de la forme chronique, le malade il s'adapte.
On a vu la classification de la MIHA l'année passée dans la sémiologie. Vous vous rappelez les signes fonctionnels. Le malade il commence à avoir une dyspnée quand il fait un grand effort. Avec le temps, il commence à devenir dyspnéique au moindre effort. Il n'arrivera même pas à faire ses fonctions habituelles. Et puis, avec le temps, il devient très dyspnéique, il devient très essoufflé, il devient très asthénique parce que le débit cardiaque est insuffisant. Et puis, ce malade-là, il devient très asthénique, très essoufflé et au maximum, il va commencer à faire des râles crépitants au niveau des poumons. Ça veut dire qu'il commence à faire de l'insuffisance ventriculaire gauche. Et si vous allez l'examiner, vous allez trouver qu'il fait de l'insuffisance ventriculaire droite, c'est-à-dire qu'il va se plaindre des œdèmes des membres inférieurs, il va se plaindre des pathologies. C'est là les signes fonctionnels. Maintenant, les signes physiques, c'est le rôle du médecin. Le médecin, bien entendu, quand il examine un malade, il commence par l'interroger. Monsieur, vous êtes dyspnéique depuis quand? Il vous dit depuis des années. Mais cette dyspnée, elle est devenue de plus en plus accentuée. Le malade, il vous dit, moi j'étais bien, mais maintenant avec le temps, je commence à devenir asthénique, je commence à devenir, etc. Il vous dit que j'arrive plus à dormir la nuit, je fais de l'orthopnée, je suis obligée de faire plusieurs oreillers. Vous commencez à douter. Là, le malade, il fait de l'orthopnée. D'accord? Et puis, vous allez examiner votre malade. Vous commencez toujours par, bien entendu, l'inspection. Voyez la morphologie du thorax. Et si vraiment on est arrivé à une insuffisance mitrale importante, eh bien, vous allez voir que, voici donc là ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. La physiologie de chronique, voilà. Ce que j'ai et l'examen physique. Donc, l'inspection, vous pouvez voir que le choc de pointe est dévié vers le bas et vers la gauche. Et la palpation, si vous mettez votre main, vous allez sentir le bruit de ce souffle-là. Il vous donne ce qu'on appelle des échos tactiles, ce qu'on appelle le frémissement systolique dans la région aplexienne. Et puis, à stade plus tardif, vous pouvez avoir le signe de Ramsay qu'on a vu l'année passée, c'est la sémiologie, c'est quand le ventricule droit, il est hypertrophié et dilaté, on peut le palper au niveau de la région sous-psychoïdienne. L'auscultation maintenant. L'auscultation, vous avez le souffle fameux, le souffle apexien. Ce souffle fameux-là, holosystolique, commençons dès le premier bruit et se poursuivons jusqu'au deuxième bruit, bien entendu, de timbre doux, on ne jette pas peur, et à réagir dans les selles. Il suit le jet, parce que le jet, il va du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. C'est pour cette raison que vous avez l'intensité qui va vers les selles. Et son intensité, bien entendu, elle est variable selon le volume regurgité, selon le débit cardiaque. Voilà, je vous donne juste un petit comment on l'entend. Généralement, on l'entend comme ça. C'est comme ça qu'on entend le timbre de l'insuffisance mitrale, bien entendu, ou bien au niveau du foyer apexien. On peut avoir un roulement, un bruit de galoche photodiastolique. Ça prouve que le remplissage du ventricule gauche, il se fait avec un grand volume. Parce qu'il y a du sang qui vient des veines pulmonaires, mais le sang qui est passé auparavant du ventricule gauche vers l'oreille. D'accord? Et vous avez un roulement protodiastolique purement fonctionnel. C'est quoi ce roulement? Vous avez vu le rétrécissement mitral. Mais le rétrécissement mitral, c'est parce que l'orifice est réduit. Là, l'orifice n'est pas réduit. Mais c'est le volume qui est plus important que l'orifice. C'est pour cette raison que vous avez l'impression qu'il y a un roulement diastolique. Et puis, vous avez un éclat de V2 quand il y a une hypertension pulmonaire. Et vous avez vu qu'on voit ensemble le souffle d'insuffisance précuspidienne en cas d'insuffisance précuspidienne purement fonctionnelle, parce que c'est l'HPAP, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire qui constitue, bien entendu, le barrage barométrique. C'est comme l'hypertension artérielle systémique. C'est comme quelqu'un qui fait une hypertension artérielle. Vous prenez la tension, vous trouverez une tension très élevée, et donc c'est un barrage barométrique. La même chose au niveau de l'artère pulmonaire, c'est un barrage barométrique, ce n'est pas un barrage organique.
Et bien entendu, si vous avez un B1 qui est augmenté dans les atteintes rhumatismales ou diminué dans les autres, parce que là, vous avez les valves qui sont très calcifiées. C'est ça, ça donne un petit bruit là qui devient très important. Donc, les examens complémentaires, c'est très simple. L'électrocardiogramme de surface. Dans un premier temps, le malade est en rythme sinusal. Et on a vu avec le temps, le rythme sinusal, il ne restera pas sinusal. Il va devenir un rythme on peut avoir une fibrillation auriculaire parce que l'oreillette gauche, elle va se dilater. On n'a pas de connexion? Je continue ou Oui, continue. Voilà. Donc, l'hypertrophie de l'oreillette, on a vu qu'il y a une surcharge volumétrique de l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche, elle devient de plus en plus malade. Elle est malade et elle devient, c'est surtout, on a vu avant-hier, que si on a une hypertrophie de l'oreillette gauche, on a une onde P qui est dans la durée qui est supérieure à 3 petits carreaux, c'est-à-dire 0,12 secondes. Et elle est surtout bifide en B1 et en B2 avec une négativité plus importante en B1. On a vu ça la dernière fois. On a vu ça. On a vu quand il y a une hypertrophie auriculaire gauche, il y a la durée qui est allongée. Vous vous rappelez? Et vous rappelez également qu'on a vu qu'il y a une double, qu'elle est biphasique en B1 et que la dernière négativité elle correspond à l'oreillette gauche. Et si cette négativité-là, elle est plus importante, ça veut dire tout simplement qu'il y a une hypertrophie de l'oreillette gauche. Bien entendu, on a une hypertrophie ventriculaire diastolique. On a vu la fois passée l'indice de Sokolov et l'indice de Cornell. Ici, l'indice de Cornell est supérieur à 35. Mais là, il y a une certaine différence entre l'hypertrophie ventriculaire diastolique et systolique. La diastolique, on les voit dans les surcharges diastoliques. Et la systolique, on la voit dans les hypertrophies systoliques. Le rétrécissement aortique, c'est une surcharge systolique parce qu'il y a un barrage pour l'éjection, pour la systole. Donc, le ventricule gauche qui s'hypertrophie. Ça, c'est une hypertrophie ventriculaire systolique. Dans l'insuffisance mitrale, il y a plutôt une surcharge volumétrique et par la suite, il y a une hypertrophie de l'une. C'est pour cette raison qu'on dit hypertrophie ventriculaire diastolique. La différence, c'est qu'on trouve toujours un Sokolov qui est élevé, mais on trouve généralement un axe qui est un peu dévié vers la gauche, une petite onde fine et profonde avec des ondes T amples en B5, B6. D'accord? Et comme je vous ai dit, tardivement, on tombe sur une fibrillation auriculaire. La radio du thorax, vous avez bien entendu un index cardiothoracique qui est augmenté. Ça, c'est pour la chronique. Hein. Pour l'aigu, vous allez trouver un petit cœur avec des poumons inondés. Mais pour la chronique, vous allez trouver une cardiomégalie. Vous allez trouver surtout une double bosse de l'arc moyen gauche, parce que l'auricule gauche est hypertrophiée. Et vous allez trouver qu'il y a une saillie de l'arc inférieur gauche, parce que c'est le ventricule gauche qui est prédilaté avec une pointe sous-diaphragmatique. Alors que dans le rétrécissement mitral, si vous vous rappelez, avec Dr. Michel, il vous a dit certainement que dans les hypertrophies ventriculaires droites, on a plutôt une saillie sus-diaphragmatique. Parce que le ventricule droit, il est comme ça, il est en antérieur, il est un peu sur le diaphragme. Par contre, dans le ventricule gauche, c'est une saillie qui est plongeante. D'accord? Bien entendu, pour le poumon, on peut avoir une revascularisation vers les sommets. On peut même avoir, s'il y a un œdème aigu du poumon, on va avoir un flou qui correspond à des opacités floconeuses qui correspondent, bien entendu, à l'œdème aigu du poumon. L'échocardiographie. Alors, l'échocardiographie, c'est elle qui nous permet de faire le diagnostic. Alors, l'échocardiographie, avec un G en couleur, voici par exemple, ici, par exemple, ça c'est l'oreillette gauche, left atrium. Ça c'est le ventricule gauche, left ventricle. Et ça c'est là. Quand il y a une insuffisance mitrale, il y a du sang qui passe du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et voici la mosaïque
qui fait qu'il y a du sang qui passe du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et cette mosaïque-là qui montre la turbulence. Chaque fois qu'il y a du sang qui est en état de turbulence, on le voit sous forme d'une mosaïque de couleurs. Et voici donc un cas d'une insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale, elle va vous permettre de voir les valves. L'échocardiographie, elle va vous permettre d'étudier les valves, de voir les cordages, de voir les piliers, de mesurer la fraction d'éjection du ventricule gauche, de voir la taille du ventricule gauche, de voir la taille de l'oreillette gauche, de connaître l'étiologie de cette insuffisance mitrale. Est-ce qu'il y a une perforation des valves? Est-ce qu'il y a des valves qui sont malades? Est-ce qu'il y a un cordage qui est rompu? Est-ce qu'il y a un pilier qui est rompu? Est-ce que c'est le VG qui est tellement dilaté qu'il a entraîné ce qu'on appelle une distorsion avec une modification du pilier et une insuffisance mitrale. Donc, ça va vous permettre, bien entendu, de voir tous les éléments qui sont à l'origine de cette insuffisance mitrale et de faire le diagnostic de l'insuffisance mitrale. L'intérêt également de l'écho, c'est donc de connaître l'étiologie, de faire le pronostic. Est-ce que c'est une insuffisance mitrale très importante au point où on a dépassé le stade d'intervention? Et on peut estimer la pression artérielle pulmonaire systolique pour voir si ça a réellement à remonter sur la circulation pulmonaire. Et on peut également mesurer le volume regurgité et la surface de regurgitation. Ce sont des éléments qui nous permettent de dire est-ce qu'il faut opérer le malade ou pas. Si le malade il présente une insuffisance mitrale sévère, il vient en consultation. Supposons que ce malade, il n'a jamais senti quelque chose. Il est parti, il avait une cataracte, il voulait se faire opérer chez l'ophtalmologue. L'ophtalmologue, il lui dit, je fais l'électrocardiogramme, je trouve qu'il y a des signes d'hypertrophie. Ramenez-moi l'avis du cardiologue. Le malade, quand on voit qu'il y a des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, type diastolie, à moi, monsieur, je dois vous faire une échocardiographie pour voir ce qui se passe. Et je dois vous examiner. J'ausculte, je trouve le souffle. Le malade dit, je n'ai rien senti. Alors, à partir de là, je vais quantifier mon insuffisance mitrale. Si mon insuffisance mitrale, c'est la surface de l'orifice regurgitant, elle est supérieure à 40 mm², ou bien le volume regurgité, il est supérieur à 60 ml par battement. Chaque battement, il y a 60 ml qui passent dans l'oreille gauche. Ça, c'est une insuffisance mitrale qui est sévère, organique sévère. Par contre, ça, dans le cadre rhumatismal, où la tête, c'est la tête de la valve, supposons que le malade il a un infarctus. Et cet infarctus-là qui a donné une insuffisance mitrale, c'est-à-dire que la paroi du ventricule gauche qui ne bouge pas bien, qui ne se contracte pas bien, qui ne tire pas bien sur le pilier, qui ne tire pas bien sur les cordages, qui ne tire pas bien sur les valves. Là, on est devenu plus exigeant. 20 mm pour la surface de l'orifice regurgitant, ça suffit pour dire qu'elle est sévère. Et 30 ml, le volume regurgité, il suffit pour dire que c'est sévère. Pourquoi? Dans l'insuffisance mitrale, où la valve seulement qui est touchée, le ventricule gauche, quand même, il peut supporter. Même si c'est 40 mm², même si c'est 60 ml par battement, il peut supporter. Mais dans l'insuffisance mitrale ischémique, le myocarde, déjà, il est faible. Comment vouliez-vous lui rajouter encore plus? C'est pour cette raison qu'on divise de moitié. La moitié suffit pour dire qu'elle est sévère. Pourquoi? Parce que le ventricule gauche, lui-même, est malade. Sans parler de la valvulopathie. Vous saisissez? Sans parler de la valvulopathie, il est malade. C'est pour cette raison qu'on est exigeant sur le volume regurgitant et sur la surface de regurgitation. Maintenant, l'hémodynamique. Maintenant, avec l'exploration, avec l'échocardiographie, on n'a pas besoin réellement d'hémodynamique. Mais l'hémodynamique, ça reste parfois donc, quand il y a vraiment une discordance. Le malade vous dit, moi je ne sens rien, je ne veux pas être opéré. Vous vous dites, c'est une insuffisance très importante, vous devez être opéré. Et là, parfois, quand on est un peu mal à l'aise, on ne sait pas si c'est vraiment
importante ou pas importante, le malade ne se plaint pas, on a peur qu'il évolue par la suite vers un stade évolué et qu'on n'arrive pas à l'opérer. Donc, on fait une exploration hémodynamique et on rajoute même la coronarographie si la personne elle est plus de 40 ans. Si la personne malade elle est âgée de plus de 40 ans, on doit vérifier les artères coronaires. Pourquoi? Parce que on doit vérifier les artères coronaires. Si jamais il y a un geste à faire sur les artères coronaires, il vaut mieux faire le tout à la fois. On ne va pas ouvrir le sternum deux fois. C'est très difficile. C'est la circulation extracorporelle, c'est la chirurgie lourde, la chirurgie cardiaque. Et donc, s'il y a quelque chose de plus, bien entendu, on doit la faire en même temps. L'insuffisance mitrale, parfois, elle n'est pas isolée. Parfois, il y a un rétrécissement aortique associé. Parfois, il y a une insuffisance aortique associée. Parfois, il y a une sténose de l'artère interventriculaire antérieure associée. Donc, si on ouvre une fois pour deux fois. On ne va pas ouvrir chaque jour. D'accord? Donc, l'évolution de l'insuffisance mitrale. L'insuffisance mitrale chronique, elle reste appelée pendant des années, comme je viens de vous expliquer, parce qu'il y a cette forme-là d'adaptation. Le malade, il s'adapte. Et comme ça, après des années, il y a une aggravation progressive, bien entendu, de l'état fonctionnel et on peut avoir une décompensation cardiaque. Donc, l'une des complications de l'insuffisance mitrale, c'est la décompensation cardiaque. La décompensation cardiaque gauche et la décompensation cardiaque droite. Maintenant, en plus de la décompensation cardiaque, on peut avoir une endocardite infectieuse. Si les valves sont malades, on peut avoir une greffe d'ingérence sur les valves. Et on peut avoir une végétation. Et on peut avoir une endocardite infectieuse. On peut même avoir une rupture des piliers, des cordages par l'endocardite infectieuse. C'est trop dur. L'oreillette gauche, elle est dilatée. Le malade, il va faire une fibrillation auriculaire. Mais le ventricule gauche également, il est dilaté. Il risque de vous faire des troubles du rythme à l'étage ventriculaire. Et on va voir ça quand on fait les troubles de l'excitabilité. Le malade, il risque de faire des accidents thromboemboliques. Ce malade-là, il était en rythme sinusal, il est devenu en fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, j'ai dit la fois passée que ça fibrille. Donc, il n'y a pas une contraction efficace. Donc, le sang va stagner dans l'oreillette gauche. Donc, il peut se coaguler dans l'oreillette gauche. Et s'il va se coaguler dans l'oreillette gauche, il peut vous donner un accident vasculaire cérébral ou autre, ou pierre périphérique, mésentérique, du membre supérieur, du membre inférieur. Comme on peut avoir une poussée rhumatismale chez le malade, bien entendu, qui ont des poussées rhumatismales. Les formes, il y a certaines formes, c'est la maladie de Barlow. C'est une forme fréquente chez la femme. C'est la dystrophie de la valve mitrale, en fait. C'est pas rhumatismal, mais c'est dystrophie. D'accord? Et ce genre de malade-là, on a, même il y a certains critères électrocardiographiques et même auscultatoires qui nous permettent de trouver un souffle méso ou télésystolique. Parce qu'en fait, ça commence au niveau de la mésosystole, ça commence la regurgitation. Et puis les formes aiguës, comme je viens de citer, l'endocardite infectieuse, rupture de cordage, ischémique, rupture de pilier, tout ça c'est un tableau clinique brouillon. J'ai bien expliqué ça et que vous voyez très bien que j'ai mis téléthorax, un œdème aigu du poumon, contraction avec un petit cœur, comme s'il n'y a rien au niveau du cœur. Alors qu'en fait, le cœur ne s'est pas préparé. OK? Voilà. Et c'est l'échocardiographie qui nous permettra de faire le diagnostic. Bien entendu, le traitement, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque, le traitement anticoagulant en fibrillation auriculaire, la prévention d'endocardite infectieuse. Mais quelqu'un qui va arracher sa dent, on doit lui faire une antibioprophylaxie. Prophylaxie secondaire du rhumatisme articulaire aigu, et bien entendu, donner des inhibiteurs d'enzymes de conversion pour essayer de renforcer un peu le cœur. Le traitement, ça reste un traitement chirurgical pour les insuffisances mitrales importantes, symptomatiques. On doit faire soit un traitement annuloplastique, bien sûr, si les valves sont bonnes et qu'il y a seulement quelque chose à réparer. On peut faire via l'anneuploïdie, on fait une annuloplastie. On peut faire une réparation des lésions valvulaires. Mais attention, quand les valves sont trop grignotées, sont complètement détruites, on ne peut rien faire. Il vaut mieux faire une prothèse mécanique ou biologique. La mécanique ou biologique, ça dépend de l'âge, ça dépend du sexe, ça dépend
de l'âge de procréation de la femme ou non, parce que quand on décide de mettre une prothèse mitrale mécanique, il faut une anticoagulation à vie. À vie, oui, à vie. Et vous allez voir avec moi le cours sur les anticoagulants, vous allez voir comment comment on ajuste le traitement anticoagulant. Bien entendu, les IM importants doivent être opérés. Les IM aigus doivent être opérés. Voilà donc les indications. Quand il s'agit de primaires sévères, donc on doit opérer. Maintenant, pour les patients qui sont symptomatiques avec des fractions d'éjection, 30%, on les opère. Mais inférieur à 30%, c'est pas grave. Ça sert à rien. La fraction d'éjection, elle est complètement bousillée. Vous allez l'exposer au risque de chirurgie alors qu'on ne peut pas, parce que le cœur, il est déjà fatigué. C'est la transplantation cardiaque. Maintenant, pour les malades qui sont asymptomatiques, ils vous disent on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Mais quand vous faites la surface de regurgitation et le volume regurgité, vous trouvez que c'est important, vous êtes un peu mal à l'aise. Mais vous pouvez utiliser la fraction d'éjection. Si la fraction d'éjection est inférieure à 60%, il faut opérer. Si le diamètre télésystolique du ventricule gauche est supérieur à 45, il faut opérer. S'il y a une PAPS supérieure à 50, il faut opérer. S'il y a une fibrillation auriculaire, il faut opérer. D'accord? Et on opère toutes les formes secondaires, bien sûr, sévères. Maintenant, pour les malades qui présentent une essence mitrale ischémique, si la fraction d'éjection reste supérieure à 30%, et s'il y a une indication de pontage, on peut opérer le mal. Si la